Le 7 mars 1945, sur les hauteurs dominant Remagen en Allemagne, le lieutenant-colonel Leonhard Engemann leva ses jumelles avec des mains qui tremblaient, non de peur, mais d'incrédulité. À travers la brume du début d'après-midi, il fut témoin de quelque chose qui contredisait toutes les hypothèses tactiques des 6 derniers mois. Le pont tenait toujours. Un seul pont, le dernier pont. Tout commandant allemand du Rhin à l'Elbe avait reçu l'ordre explicite de détruire tous les points de passage avant que les forces alliées ne les atteignent. Pourtant, il était là, le pont Ludendorff, ses 2 tours de pierre s'élevant comme des monuments à l'ingénierie allemande, ses arches d'acier enjambant les 300 mètres du fleuve Rhin qui représentaient la dernière défense naturelle de l'Allemagne contre l'invasion venue de l'Ouest. Le lieutenant Karl Timmermann, se tenant à côté d'Engemann, formula la pensée qui allait résonner à travers l'histoire. Nous devons le prendre tout de suite avant qu'il ne le fasse sauter. Ce qu'aucun d'eux ne comprit à cet instant, c'est que la capture de cette structure unique déclencherait l'effondrement stratégique le plus catastrophique de l'histoire militaire allemande. Une démolition psychologique de la doctrine défensive nazie, si totale que des officiers allemands le décriront plus tard comme le moment où ils surent avec une absolue certitude que la guerre était perdue. Les mathématiques de ce moment charnière ne s'écrivaient pas dans le sang des soldats, mais dans le calcul froid de la géométrie stratégique. Le Rhin n'était pas seulement un fleuve, mais une forteresse de 300 mètres de large, avec des courants assez puissants pour renverser les bateaux d'assaut, une profondeur suffisante pour noyer les véhicules blindés et des berges assez raides pour piéger l'infanterie qui avançait. Depuis l'époque où les légions romaines regardaient pour la première fois ses eaux vers les forêts germaniques, le Rhin avait été la défense traditionnelle de l'Allemagne centrale contre les invasions venues de l'Ouest. En mars 1945, il représentait le dernier espoir d'Hitler de gagner du temps pour négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux ou de transférer des divisions du front de l'Est qui s'effondraient pour un dernier combat. La présence d'un seul pont intact allait briser ce calcul stratégique en moins de 10 minutes de combat. Le contexte de la catastrophe avait commencé à se construire des mois plus tôt. La bataille des Ardennes, la dernière grande offensive d'Hitler à l'ouest, s'était terminée en désastre fin janvier 1945. Ce que la propagande allemande avait appelé une contre-offensive décisive avait en réalité consumé les dernières réserves mobiles de la Wehrmacht. Environ 100 000 pertes allemandes, 600 chars détruits et la perte irremplaçable des divisions Panzer vétéranes avaient laissé les armées allemandes à l'ouest du Rhin comme des coquilles vides de leur ancienne force. Début mars, 12 divisions américaines avancèrent vers le fleuve sur un front s'étendant des Pays-Bas à la Suisse. La 15e armée allemande, responsable de la défense du secteur crucial entre Cologne et Coblence, pouvait à peine aligner 50 000 combattants efficaces face à une force 5 fois supérieure. Le pont lui-même portait une ironie amère qui n'échappait à aucun camp. Nommé d'après le général Erich Ludendorff, le brillant mais finalement malheureux stratège allemand de la Première Guerre mondiale, la structure avait été construite entre 1916 et 1919 principalement par des prisonniers de guerre russes. Ces prisonniers, travaillant dans des conditions brutales, l'avaient construite trop bien. Des poutrelles d'acier conçues pour supporter le poids de trains militaires pleinement chargés. Des tours de pierre à chaque extrémité contenant 3 étages de position défensive. 4 piles massives en pierre ancrées profondément dans le socle rocheux du Rhin. Les spécifications originales prévoyaient des chambres de démolition intégrées à la structure elle-même, des cavités conçues pour contenir des explosifs afin que le pont puisse être détruit avant de tomber aux mains de l'ennemi. Les forces d'occupation françaises, après la Première Guerre mondiale, avaient comblé ces cavités avec du béton. Lorsque Hitler reprit la Rhénanie en 1936, des ingénieurs allemands avaient fixé 60 boîtes doublées de zinc aux poutrelles du pont, chacune conçue pour contenir 3 kg d'explosifs. Le système était conçu pour détonner simultanément, faisant tomber toute la structure dans le Rhin en quelques secondes. Mais le destin et la paranoïa d'Hitler étaient intervenus en octobre 1944. Une bombe américaine frappa le pont de Mülheim à Cologne, faisant détonner ses charges de démolition prépositionnées et détruisant le pont avant que les forces allemandes ne l'aient prévu. La rage d'Hitler fut volcanique. Il ordonna la comparution immédiate en cour martiale des officiers responsables et exigea que toutes les charges de démolition sur les ponts du Rhin
soient retirés et stockés à proximité. De nouveaux ordres spécifiaient que les charges ne pouvaient être replacées que lorsque les forces alliées se trouvaient à moins de 8 kilomètres et que les ponts ne pouvaient être détruits que sur ordre écrit des commandants de secteur. Cette politique créa un scénario cauchemardesque pour les officiers allemands. Faire sauter un pont trop tôt et risquer la cour martiale pour avoir détruit des voies de retraite vitales. Attendre trop longtemps et risquer l'exécution pour avoir laissé une infrastructure stratégique tomber aux mains de l'ennemi. La pression psychologique paralysa la prise de décision allemande au moment précis où une action décisive était la plus critique. L'avance américaine vers Remagen avait été désignée sous le nom d'opération Lumberjack, un nom modeste pour ce qui allait devenir l'un des mouvements les plus déterminants de toute la guerre. Les objectifs principaux de l'opération étaient la capture de Cologne et de Coblence, deux villes anciennes contrôlant des traversées vitales du Rhin. La première armée américaine du lieutenant-général Courtney Hodges avançait vers l'est à travers la région de l'Eifel face à une résistance allemande qui s'était dégradée d'une défense organisée à des actions de retardement désespérées. Les commandants allemands ne se faisaient aucune illusion sur leur capacité à stopper l'avance américaine. Leurs ordres étaient simplement de retarder, de gagner du temps pour que plus de troupes se retirent au-delà du Rhin avant que les ponts ne soient détruits. La 9e division blindée du major-général John Leonard, surnommée la division fantôme parce que les renseignements allemands la signalaient à plusieurs. Reprise détruite pour la rencontrer à nouveau des jours plus tard, menait la pointe de la lance américaine. La matinée du 7 mars commença avec du brouillard couvrant la vallée du Rhin. Le chaos du commandement allemand avait atteint des niveaux qui auraient été considérés comme impossibles dans la Wehrmacht de 1940. Le général Edwin von Rothkirch, commandant du 53e corps responsable du secteur de Remagen, avait accidentellement erré dans les lignes américaines le 6 mars et avait été capturé. Son remplaçant, le général Richard von Bothmer, ne pouvait atteindre Remagen parce que des unités américaines avaient déjà coupé les routes. À 1h du matin le 7 mars, le général Otto Hitzfeld du 67e corps fut informé qu'il était désormais responsable de la défense du pont Ludendorff, bien qu'il se trouvât à 64 km et qu'il n'eût jamais vu la structure. Hitzfeld dépêcha immédiatement son adjudant, le major Hans Scheller, pour prendre le commandement de la défense du pont. Scheller partit à 3h du matin avec 8 hommes et une radio, dans l'intention de réquisitionner des unités en retraite pour former un périmètre défensif. Le trajet devint un cauchemar de mauvais virages, de barrages routiers américains et de pénurie de carburant. L'unité radio fut séparée. Scheller n'arriva à Remagen qu'à 11h15, moins de 2 heures avant que les forces américaines n'atteignent les hauteurs surplombant la ville. Le capitaine Willy Bragg, le commandant allemand présent à Remagen, commandait une force qui existait plus sur le papier qu'en réalité. Ses effectifs officiels étaient de 600 hommes. La puissance de combat réelle se composait de 36 soldats, la plupart soit blessés, âgés, soit de jeunes garçons de la milice Volkssturm. Beaucoup étaient des Osttruppen, des prisonniers de guerre soviétiques qui avaient accepté de servir en uniforme allemand pour échapper au camp. Leur fiabilité au combat contre les Américains était au mieux douteuse. Bragg avait passé des semaines à supplier pour des renforts, pour du matériel radio adéquat, pour tout ce qui pourrait l'aider à défendre un objectif stratégique que tout le monde semblait avoir oublié jusqu'à ce que les Américains apparaissent à l'horizon. Ces demandes disparurent dans le chaos d'une structure de commandement en effondrement. Les charges de démolition qui auraient dû être installées en permanence sur le pont étaient encore stockées dans un bâtiment voisin, attendant les ordres pour être replacés. Lorsque ces ordres arrivèrent enfin le 6 mars, des officiers du génie se précipitèrent pour placer 2800 kg d'explosifs dans les piles et fixer 300 kg de charges creuses sur des points structurels critiques. L'approche américaine du 7 mars eut un élément de destinée accidentelle. Le lieutenant-colonel Leonard Engemann commandait un groupement tactique du combat de commande B de la 9e division blindée, composé d'éléments du 14e bataillon de chars et du 27e bataillon d'infanterie blindée. Leurs ordres étaient de capturer la ville de Remagen, puis de se tourner vers le sud pour faire la jonction avec la 3e armée. Personne ne s'attendait à trouver un pont intact. Les renseignements américains avaient confirmé que les ingénieurs allemands détruisaient systématiquement chaque traversée du Rhin à l'approche des forces alliées.
Des photographes avaient documenté la destruction des ponts à Cologne, Bonn et Coblence. Le pont Ludendorff à Remagen aurait dû être démoli des jours plus tôt. Lorsque les éléments de tête d'Engemann émergèrent des bois surplombant la ville vers 13 heures, la vision qui les accueillit sembla presque surréaliste. Des véhicules militaires allemands traversaient encore le pont. Des civils se pressaient sur les accès. La structure restait intacte, ses charges de démolition visibles comme des masses sombres fixées à la charpente métallique. Le lieutenant Karl Timmermann, un chef de section de 22 ans né à Francfort, Allemagne, en 1922, et ayant émigré aux États-Unis avec ses parents alors qu'il était bébé, allait mener l'assaut. Il parlait couramment allemand et comprenait mieux que la plupart la signification de ce qu'il voyait. Le pont représentait quelque chose de bien plus précieux qu'un point de passage. Il représentait l'échec de la dernière barrière, le dernier obstacle naturel surmonté non par un assaut massif, mais par une combinaison de chance et de paralysie allemande. Le brigadier général William Hoge, commandant du combat commande B, arriva sur les hauteurs vers 14h45. Il saisit immédiatement les implications stratégiques. Ce n'était pas seulement une opportunité de traverser le Rhin, mais une chance de devancer de Troie. Se mène l'opération Plunder, soigneusement planifiée par Montgomery, prévue pour fin mars. Hoge prit la décision qui allait définir sa carrière militaire. Nous prenons ce pont, maintenant. Les défenseurs allemands étaient pris dans la pire situation tactique possible. Le major Scheller était arrivé à l'accès du pont un peu plus de 2 heures plus tôt, épuisé par son voyage cauchemardesque et stupéfait par ce qu'il trouva. Le capitaine Bradge le mit au courant en quelques minutes. Le pont était préparé pour la démolition avec des détonateurs électriques contrôlés depuis l'entrée est du tunnel. Un système de secours consistait en une mèche qui pouvait être allumée manuellement. Le périmètre défensif était inexistant. La plupart des troupes que Scheller s'attendait à réquisitionner avaient déjà traversé le pont ou contournaient Remagen complètement. Le brouillard qui avait couvert le matin s'était levé au moment précisément défavorable, donnant aux observateurs d'artillerie américains une visibilité parfaite. Vers 15h15, des chars américains apparurent à l'accès ouest de la ville. Le temps de la délibération était terminé. L'assaut sur la ville de Remagen elle-même prit moins de 30 minutes. La section du lieutenant John Grimball, équipée de chars M26 Pershing, les chars américains les plus récents et les plus puissants du théâtre européen, mena l'avance. Les Pershing étaient si nouveaux que la plupart des soldats allemands ne les avaient jamais vus. Armés de canons de 90 mm capables de percer n'importe quel blindage allemand, ils représentaient un autre symbole de la suprématie industrielle américaine. Les chars tirèrent des obus au phosphore blanc pour créer des écrans de fumée et pilonnèrent les positions allemandes avec des obus hautement explosifs. L'infanterie de Timmermann suivit, avançant dans des rues portant les cicatrices de années de bombardements alliés. Remagen avait été une pittoresque ville thermale sur le Rhin avant la guerre. En mars 1945, plus de la moitié de ces bâtiments étaient réduits à des décombres. Les quelques soldats allemands tentant de défendre la ville se replièrent rapidement. La plupart s'enfuirent simplement de l'autre côté du pont. Le capitaine Bradge, observant l'avance américaine depuis sa position près de la tour ouest du pont, sut que le moment était venu. À 15h20, il donna l'ordre de faire sauter la rampe d'accès ouest. L'explosion créa un cratère de 3 mètres de large, empêchant les chars américains de rouler directement sur le pont, mais la structure principale tenait toujours. La course pour le pont devint une affaire de minutes et de mètres. Les chars américains se positionnèrent à l'extrémité ouest, leurs canons de 90 mm martelant les positions allemandes sur les hauteurs de l'est. L'Erpeler Ley, une falaise de basalte de 180 mètres s'élevant sur la rive est, hérissée de canons anti-aériens allemands qui abaissèrent maintenant leurs tubes pour tirer directement sur les troupes américaines. L'infanterie de Timmermann, environ 120 hommes de la compagnie A du 27e bataillon d'infanterie blindée, commença à traverser le pont vers 15h50. Ils avancèrent par bons cours, utilisant les tours de pierre du pont et les garde-corps comme couverture. Des mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu depuis les tours est et depuis des positions dans la bouche du tunnel au-delà. Les balles ricochent sur l'acier et la pierre, créant un tir croisé meurtrier. Plusieurs Américains tombèrent dans les premières secondes. Les autres continuèrent d'avancer. Le major Scheller, observant depuis l'entrée du tunnel sur le côté est,
fut confronté à la décision la plus importante que tout officier allemand prendrait ce jour-là. Le pont était chargé d'explosifs. Le système de détonation électrique était prêt. Les troupes américaines étaient à mi-chemin. Chaque instinct, chaque principe de la doctrine militaire exigeait qu'il fasse sauter le pont immédiatement. Mais le lieutenant Karl Peters de l'artillerie anti-aérienne s'était approché de lui quelques minutes plus tôt avec une supplication désespérée. Peters commandait une batterie équipée du nouveau système de lance-roquettes Henschel HS-297, une arme top secrète qui tirait 24 roquettes anti-aériennes à haute vélocité avec une précision sans précédent. La batterie était encore du côté ouest du pont. Peters ne pouvait permettre à cette technologie avancée de tomber entre les mains américaines. Scheller accepta d'attendre. Cette décision lui coûterait la vie. Le capitaine Karl Friesenhahn, l'ingénieur de combat responsable des charges de démolition, se posta au détonateur électrique dans l'entrée du tunnel. Lorsque la batterie de Peters eut enfin traversé le pont, Friesenhahn reçut l'ordre de Scheller. Vers 16 heures, alors que les troupes américaines étaient aux 2/3 du chemin, Friesenhahn tourna la clé. Rien ne se passa. Le système électrique avait échoué. Un obus avait probablement coupé le câblage plus tôt, bien que personne ne déterminerait jamais la cause exacte avec certitude. Le sergent Alexander Drabik, un homme de 34 ans de Toledo, Ohio, devint le premier soldat américain à poser le pied sur la rive est du Rhin, depuis que les armées de Napoléon avaient traversé dans la direction opposée plus d'un siècle auparavant. Derrière lui, Timmerman et le reste de la compagnie A continuaient d'avancer. Le sergent du génie Eugene Dorland et son équipe commencèrent à systématiquement couper tous les fils qu'ils pouvaient trouver, courant pour déconnecter les charges de démolition restantes avant que les ingénieurs allemands ne puissent activer le système de secours. Le caporal Anton Faust, un ingénieur allemand, se porta volontaire pour une mission désespérée. Il courut du tunnel, traversa environ 100 mètres sous le feu direct et alluma la mèche de secours à la main. L'explosion qui suivit, vers 16h15, envoya des ondes de choc à travers la structure. Le pont se souleva de plusieurs centimètres de ses fondations, puis se reposa. La fumée et les débris remplirent l'air. Les soldats américains sur le pont furent projetés au sol. Mais lorsque la fumée se dissipa, la structure tenait toujours. Les arches d'acier principales avaient été endommagées, mais restaient intactes. L'affaissement de 15 cm de la chaussée était franchissable. Le pont tenait. La course était terminée. Les Américains avaient gagné. Les suites immédiates furent un chaos contrôlé par l'entraînement et la détermination. Les ingénieurs de combat américains envahirent le pont, travaillant frénétiquement pour retirer les charges de démolition restantes et réparer les dégâts de la rampe d'accès. Le 27e bataillon d'infanterie blindée du lieutenant-colonel Harvey Fraser commença à établir un périmètre défensif sur le côté est, s'étendant de l'entrée du tunnel à travers les pentes de l'Erpelerlei. La résistance allemande s'effondra avec une rapidité stupéfiante. Le capitaine Bradge et la plupart de ses troupes restantes se réfugièrent dans le tunnel ferroviaire de 400 mètres qui passait sous le Ley. À 17h30, le lieutenant Timmerman et ses hommes avaient sécurisé l'entrée du tunnel et capturé plusieurs centaines de prisonniers, la plupart soulagés que leur guerre soit terminée. Le major Scheller prit une décision fatale, née du désespoir. Réalisant que le pont était perdu et qu'il emportait la responsabilité formelle, il réquisitionna une bicyclette et partit vers l'est pour trouver le quartier général de son corps et expliquer ce qui s'était passé. Il serait arrêté 4 jours plus tard, traduit en cour martiale et exécuté par peloton d'exécution comme bouc émissaire d'un échec qui avait des dizaines de pairs. La nouvelle de la capture du pont remonta la chaîne de commandement américaine à la vitesse d'un courant électrique. Vers 17h, le brigadier général Hodge radio à son commandant de division, le major général John Leonard, avec des mots à la fois bruts et miraculeux, « Nous avons le pont ». Leonard relaya immédiatement l'information au quartier général de la première armée. Le lieutenant-général Courtney Hodges était en conférence avec son état-major quand l'appel arriva. Selon des témoins, Hodges saisit le téléphone si vite qu'il renversa son café. En quelques minutes, il était en ligne avec le commandant du 12e groupe d'armée, le général Omar Bradley. Bradley était en réunion avec son officier des opérations, le major général Harold Bull,
lorsqu'un aide de camp l'interrompit avec un appel urgent. « Brad, nous avons un pont », dit Hodges, la voix vibrant d'excitation. « Un pont? Tu veux dire que vous en avez un intact sur le Rhin ?» demanda Bradley se levant de son bureau. « Ouais, Léonard en a attrapé un à Remagen avant qu'il puisse le faire sauter. » La réponse de Bradley devint légendaire parmi le haut commandement américain. « Bon sang, Courtney, ça va tout faire éclater. Est-ce que tu fais passer ton matériel ?»« Aussi vite que nous pouvons le pousser de l'autre côté, » répondit Hodges. Bradley appela immédiatement le commandant suprême allié Dwight Eisenhower à son quartier général à Reims, en France. Eisenhower saisit l'importance instantanément. La capture représentait ce qu'il décrivit plus tard comme l'une de ces rares et fugaces opportunités qui surviennent parfois à la guerre et qui, si elles sont saisies, ont des effets incalculables sur la détermination du succès futur. Le plan original d'Eisenhower prévoyait que le 21e groupe d'armée du maréchal Bernard Montgomery effectue la principale traversée du Rhin près de Wesel fin mars, soutenue par des opérations aéroportées élaborées et des préparations d'artillerie massive. La traversée américaine était supposée être secondaire, plus petite, soigneusement coordonnée. Le pont de Remagen changea tout. Eisenhower ordonna à Bradley d'exploiter immédiatement la tête de pont. Toutes les unités disponibles devaient être redirigées vers Remagen. Le centre de gravité stratégique de tout le front occidental se déplaça vers le sud en quelques heures. La réaction allemande fut une étude de la paralysie du commandement et de la recherche de boucs émissaires meurtrières. Lorsque la nouvelle atteignit Adolf Hitler à son quartier général à Berlin, sa réponse mêla désespoir stratégique et rage homicide. Hitler s'était accroché à l'espoir de plus en plus délirant que le Rhin lui achèterait du temps pour négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux. Toute la stratégie défensive allemande à l'ouest reposait sur l'utilisation du fleuve comme une barrière derrière laquelle les divisions décimées pourraient être reconstituées et redéployées. Une tête de pont américaine intacte 3 semaines en avance sur le calendrier anéantit cette stratégie. La réponse immédiate d'Hitler fut de trouver quelqu'un à blâmer et à tuer. Il convoqua le lieutenant-général Rudolf Hübner, un nazi fanatique connu pour sa brutalité sur le front de l'Est. Hübner reçut le commandement d'une cour martiale volante spéciale avec ordre de juger et d'exécuter les officiers responsables de la perte du pont. La cour martiale serait une fiction juridique, un escadron d'exécution itinérant avec des prétentions judiciaires. Hübner était accompagné de 2 lieutenants-colonels et de 2 policiers militaires qui servaient de peloton d'exécution. Aucun des officiers n'avait de formation juridique. Hübner rejeta explicitement les offres de copie du code de justice militaire allemand, déclarant que la seule autorité dont il avait besoin était l'ordre personnel d'Hitler. Le maréchal Gerd von Rundstedt, le commandant aristocratique de toutes les forces allemandes à l'ouest, fut relevé de ses fonctions le 10 mars. La paranoïa d'Hitler exigeait un bouc émissaire de rang approprié. Rundstedt fut remplacé par le maréchal Albert Kesselring, hâtivement transféré du commandement des forces allemandes en Italie. Kesselring était un tacticien défensif capable, connu comme le pompier d'Hitler pour sa capacité à stabiliser des situations qui se dégradaient. Mais même Kesselring reconnut immédiatement que la situation à Remagen était au-delà de toute stabilisation. Il décrivit plus tard la perte du pont comme le crime de Remagen, déclarant qu'elle avait brisé le front le long du Rhin et rendu une défense soutenue impossible. Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe en décomposition rapide, fut plus direct dans son évaluation. La capture du pont, dit-il, rendait une longue défense impossible. L'impact psychologique dépassait les mots. Les officiers allemands, qui avaient maintenu quelque espoir de tenir le Rhin, comprirent maintenant que la guerre entrait dans sa phase finale. La cour martiale volante commença son travail avec une efficacité meurtrière. Le major général Richard von Bothmer, qui avait le commandement nominal du secteur de Bonn et Remagen, bien qu'il ne soit jamais arrivé au pont, fut jugé le 9 mars. Il fut reconnu coupable de négligence, rétrogradé au rang de simple soldat et condamné à 5 ans de prison. Von Bothmer, dont la femme était morte et dont le fils avait été tué à la guerre, saisit un pistolet sur un officier de la cour et se suicida dans la salle d'audience le 10 mars. Le 11 mars, la cour martiale arriva au quartier général du groupe d'armée B du maréchal Model. 4 officiers furent jugés ce jour-là,
dans des procès qui durèrent moins d'1 heure chacun. Le major Hans Scheller fut reconnu coupable de ne pas avoir fait sauter le pont, bien qu'il ne fût arrivé que 2 heures avant l'attaque américaine et ait fait tout ce qui était humainement possible dans des circonstances impossibles. Le lieutenant Carl Peters fut reconnu coupable d'avoir laissé son lance-roquettes secret tomber entre les mains américaines, bien qu'il ait supplié pour avoir du temps pour faire passer son équipement. Les majors August Kraft et Herbert Strobel, ingénieurs de combat qui avaient posé les charges originales des jours plus tôt et se trouvaient à 60 km lorsque le pont fut capturé, furent reconnus coupables de préparation insuffisante du système de démolition. Les 4 hommes furent condamnés à mort. Les exécutions furent menées le 14 mars 1945 dans les forêts près des petits villages de Rimbach et Oberirsen. Les 4 officiers furent conduits dans les bois, forcés de s'agenouiller et fusillés à la nuque. Ils furent enterrés dans des fosses peu profondes et non marquées là où ils tombèrent. Le capitaine Willy Bragg, qui avait réellement commandé la défense du pont et avait fait plus que quiconque pour préparer sa démolition, fut jugé par contumace et également condamné à mort. Mais Bragg était déjà un prisonnier américain, capturé dans le tunnel le 7 mars. Le capitaine Karl Friesenhahn, l'ingénieur qui avait réellement tenté de faire détonner les charges, était également en détention américaine. Friesenhahn fut jugé par contumace et acquitté, un rare moment de rationalité judiciaire dans les procédures. Le maréchal Model endossa personnellement les exécutions et ordonna que la nouvelle en soit distribuée à chaque unité de l'armée allemande, comme avertissement. Le message était clair, l'échec serait puni de mort, quelles que soient les circonstances. Pendant que les officiers allemands étaient exécutés pour avoir perdu le pont, les forces américaines le traversaient en nombre, croissant d'heure en heure. Le pont lui-même tenait toujours, mais était clairement endommagé. Les ingénieurs travaillaient jour et nuit pour étayer les sections affaiblies et réparer la rampe d'accès. Un bataillon du génie de combat installa des lumières pour le trafic nocturne. La police militaire dirigeait le flux des hommes et des véhicules. En 24 heures après la capture, plus de 8000 soldats américains avaient traversé vers la tête de pont sur la rive est. Des compagnies de chars, des batteries d'artillerie, des bataillons d'infanterie, tout traversait le seul pont du Rhin intact entre la Suisse et la mer du Nord. Mais les Américains savaient que le pont pouvait s'effondrer à tout moment. Les ingénieurs de combat commencèrent immédiatement la construction de ponts tactiques. Le 9 mars, 48 heures après la capture, le premier pont tactique était terminé. Un pont à travée métallique M1940 en alliage d'aluminium, érigé juste au nord du pont Ludendorff. Les travaux commencèrent immédiatement sur un second pont flottant. Le plan américain était de rendre la tête de pont irréversible, quelle que soit l'évolution de la structure originale. La réponse allemande à la tête de pont fut tout ce que les réserves stratégiques d'Hitler pouvaient rassembler, ce qui, en mars 1945, signifiait une collection de groupements de combat improvisés formés à partir de divisions brisées et d'unités d'arrière. La Luftwaffe, réduite à l'ombre de sa force d'antan, lança des attaques aériennes répétées contre le pont. Au cours des 10 jours suivants, les renseignements américains comptèrent 367 sorties aériennes allemandes distinctes, ciblant la région de Remagen. Les Américains répondirent en assemblant la plus grande concentration d'artillerie anti-aérienne du théâtre européen. 5 bataillons anti-aériens avec des centaines de canons créèrent une boîte défensive autour du pont. Les batailles anti-aériennes devinrent parmi les plus intenses de toute la guerre. Les artilleurs américains affirmèrent avoir abattu plus de 100 avions allemands dans les 10 jours suivant la capture du pont. Les Allemands employèrent leur technologie la plus récente dans des tentatives désespérées de détruire le pont. Des bombardiers à réaction Arado AR-234, les premiers bombardiers à réaction opérationnelle au monde, attaquèrent en piqué à des vitesses dépassant 800 km/h. Les jets étaient presque impossibles à intercepter, mais leur précision de bombardement à haute vitesse était médiocre. La plupart de leurs bombes manquèrent le pont. Les Allemands déployèrent également le Messerschmitt Me 262, le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Ces appareils, plus rapides que tout ce que les Alliés pouvaient aligner, représentaient l'innovation technologique allemande à son apogée.
Mais la technologie ne pouvait surmonter le problème fondamental, il y avait trop peu d'appareils, trop peu de carburant, trop peu de pilotes expérimentés. Les attaques aériennes allemandes infligèrent des pertes et des dégâts, mais échouèrent à détruire aussi bien le pont original que les ponts tactiques en cours de construction à ses côtés. Hitler autorisa personnellement l'utilisation de fusées C-2 contre le pont, marquant la première et seule fois où ces armes stratégiques furent employées contre une cible tactique. La V2, un missile balistique atteignant des vitesses dépassant 5000 km/h, était conçu pour terroriser Londres, non pour frapper des cibles militaires précises. 11 V2 furent lancés sur Remagen depuis des sites de lancement aux Pays-Bas à 130 km. Les fusées tuèrent une poignée de soldats américains et un nombre inconnu de civils allemands dans les villes voisines. Pas une seule n'atteignit le pont. Les Allemands envoyèrent des nageurs de combat dans le Rhin, 7 spécialistes de la démolition navale portant un appareil de respiration sous-marine de fabrication italienne. Les Américains les détectèrent en utilisant des lumières de défense de canal, une technologie secrète projetant des faisceaux intenses à la surface de l'eau. Les 7 nageurs furent tués ou capturés. Les Allemands firent dériver des bateaux chargés d'explosifs sur le fleuve, des mines déguisées en rondins, et même déployèrent le Karl Gerät, un mortier de siège super lourd de 600 mm, tirant des obus pesant plus de 2 tonnes. Le Karl Gerät était l'une des plus grandes pièces d'artillerie jamais construites. Ces obus pouvaient démolir des fortifications en un seul coup, mais la précision de l'arme était limitée, et son déplacement en position prenait des jours. Les quelques obus tirés sur le pont manquèrent. L'impact psychologique de tous ces efforts allemands fut l'opposé de ce que Hitler avait prévu. Chaque attaque infructueuse sur le pont renforçait le moral américain tout en démontrant le désespoir allemand. Les soldats américains combattant dans la tête de pont comprirent qu'ils assistaient aux dernières convulsions de la Wehrmacht. Les soldats allemands le comprirent aussi. Les prisonniers capturés dans les combats de la tête de pont exprimèrent leur soulagement que leur guerre soit terminée. Beaucoup s'attendaient à des ordres de contre-attaquer le pont, des ordres qu'ils savaient être des missions suicides. La présence américaine, au-delà du Rhin, détruisit ce qui restait d'espoir que l'Allemagne puisse éviter une défaite totale. Les calculs stratégiques étaient brutalement simples. Avec les forces américaines déjà de l'autre côté du Rhin en nombre, le fleuve avait cessé de fonctionner comme barrière défensive. Chaque division allemande déployée pour contenir la tête de pont de Remagen était une division indisponible pour se défendre contre les énormes opérations de traversée alliées prévues pour fin mars. Le front défensif allemand était déchiré par des forces qu'il ne pouvait plus contenir. Le major général Karl Wagener, chef d'état-major du maréchal Walter Model, fournit plus tard l'évaluation stratégique allemande la plus concise de l'impact de Remagen. La capture du pont signala la fin de la guerre pour l'Allemagne. Wagener déclara dans des interrogatoires d'après-guerre « L'affaire de Remagen provoqua un grand sentiment de culpabilité et de honte parmi le commandement allemand. Elle démontra que les Alliés avaient désormais l'initiative complète et que les forces allemandes ne pouvaient que réagir, jamais saisir l'avantage. L'échec à détruire le pont symbolisa l'effondrement complet du commandement et du contrôle allemand, l'incapacité à exécuter même des opérations militaires de base. Pour des officiers allemands formés dans la tradition prussienne d'excellence militaire, cet échec fut profondément douloureux. Ce n'était pas seulement une défaite tactique, mais un effondrement moral. La preuve que la Wehrmacht, qui avait conquis l'Europe en 1940, s'était désintégrée au-delà de toute reconnaissance. Le pont s'effondra le 17 mars vers 15 heures. La structure avait tenu pendant 10 jours dans des conditions qu'aucun ingénieur n'avait jamais anticipées. Le trafic américain avait été continu. Des milliers de véhicules traversant et retraversant. L'artillerie allemande avait marqué des coups directs et des quasi-accidents. Les attaques aériennes avaient causé des dommages cumulatifs. Les vibrations d'explosions voisines avaient stressé un métal fatigué par des décennies d'usage et la tentative de démolition allemande ratée du 7 mars. Des témoins rapportèrent avoir entendu des rivets sauter comme des coups de feu dans les minutes précédant l'effondrement. Un suspente verticale sur l'arcade sud se rompit, puis un autre. La travée centrale entière se souleva brièvement, puis tomba dans le Rhin avec un rugissement audible à des kilomètres. 28 ingénieurs de combat américains moururent dans l'effondrement, avec plus de 60 blessés.
La plupart étaient des membres du 276e bataillon du génie de combat qui travaillait sur les réparations au moment de la rupture. L'ironie fut amère. Les hommes qui avaient sauvé le pont par leur travail frénétique pour désamorcer les charges de démolition allemandes mouraient maintenant parce que leur réparation n'avait pu surmonter les dommages accumulés. Mais au moment où le pont tomba, il était devenu stratégiquement obsolète. Les ingénieurs de combat américains avaient achevé 2 ponts tactiques et en finissaient un 3e. Des ponts flottants, des ponts à travées et des ponts Bailey traversaient maintenant le Rhin à plusieurs points près de Remagen. Plus de 25 000 soldats américains avaient traversé le pont Ludendorff endommagé avant sa chute. Après son effondrement, le rythme des traversées augmenta même, car les ponts tactiques pouvaient supporter un trafic plus lourd. Le 25 mars, 18 jours après la capture initiale du pont, plus de 125 000 soldats américains avaient traversé le Rhin à Remagen. 6 divisions entières, avec leurs chars, leur artillerie et leurs trains de ravitaillement, s'étaient établies à l'est du fleuve. La tête de pont faisait 13 km de profondeur et 40 de large. Elle comprenait 11 km de l'autoroute cruciale reliant la région industrielle de la Ruhr à Francfort. Les forces américaines étaient positionnées pour s'enfoncer profondément dans l'Allemagne centrale. La percée hors de la tête de pont de Remagen commença le 25 mars. Les divisions blindées américaines, contenues par l'étroit périmètre de la tête de pont, explosèrent soudainement vers l'est. Le combat commande B de la 9e division blindée couvrit 108 km en une seule journée. Le combat commande A avança de 110 km en 11 heures. La résistance allemande, qui avait été féroce dans les confins étroits autour du pont, s'évapora sur le front élargi. Des unités allemandes entières se rendirent, plutôt que de faire face à l'annihilation. Le 29 mars, le combat commande A captura plus de 8200 prisonniers. Dans un seul engagement, l'avance américaine fut si rapide que les commandants allemands perdirent la trace de leurs propres unités. Le groupe d'armée B du maréchal Model, qui comptait environ 325 000 hommes avant la percée de Remagen, commença à se désintégrer. Les divisions perdirent le contact avec les quartiers généraux des corps, les corps avec les commandements d'armée. La structure de commandement qui avait tenu la Wehrmacht ensemble pendant 5 ans de guerre se délitait. Les implications stratégiques se propagèrent en cascade à travers le système défensif allemand. Le maréchal Model se retrouva à commander un groupe d'armées qui tentait simultanément de défendre contre la tête de pont de Remagen, de contenir les forces américaines sortant d'autres sites de traversée du Rhin et d'empêcher l'encerclement de la région industrielle de la Ruhr. Les 3 objectifs étaient impossibles à atteindre avec les forces disponibles. La Ruhr, cœur industriel de l'Allemagne et source de 80% de sa production de charbon et d'acier, était sur le point d'être coupée. Model comprit que perdre la Ruhr signifiait perdre toute possibilité de poursuite de la production de guerre. Sans charbon et sans acier, la Wehrmacht ne pourrait remplacer ses pertes, ni alimenter ses véhicules, ni fabriquer des munitions. La perte du pont de Remagen avait créé les conditions de la perte de la Ruhr. La perte de la Ruhr signifiait la fin de la guerre. Le 31 mars, 3 semaines après la capture du pont Ludendorff, les 4 armées américaines opérant sur le front occidental avaient traversé le Rhin. La traversée que les planificateurs alliés avaient anticipée nécessiterait des opérations amphibies élaborées, des pertes massives et des semaines de combat avaient été accomplies avec une rapidité stupéfiante. Le Rhin, qui avait tenu les légions romaines à distance et servi de rempart occidental à l'Allemagne pendant 2 millénaires, avait été percé à plusieurs points en moins d'1 mois. L'évaluation d'Eisenhower captura l'ampleur de l'exploit. « Nous étions de l'autre côté du Rhin sur un pont permanent », écrivit-il dans ses mémoires. La barrière défensive traditionnelle du cœur de l'Allemagne était percée. La défaite finale de l'ennemi, que nous avions longtemps calculée, serait accomplie pendant les campagnes du printemps et de l'été 1945, était soudainement, maintenant, dans nos esprits, juste au coin de la rue. L'évaluation américaine fut écho par des observateurs d'autres nations. Des correspondants de guerre déclarèrent que la guerre avait été raccourcie de mois. Le maréchal britannique Bernard Montgomery,
dont l'opération Plunder de traversée du Rhin soigneusement planifiée avait été éclipsée par le succès américain à Remagen, reconnut l'importance stratégique. Les commandants soviétiques, observant l'avance rapide alliée depuis l'Est, accélérèrent leurs propres opérations pour s'assurer d'atteindre Berlin les premiers. La course pour l'Allemagne était devenue un sprint, et le coup de feu du départ avait été tiré à Remagen. Les autorités militaires allemandes offrirent des évaluations variables sur la mesure dans laquelle la perte du pont avait raccourci la guerre. Certains affirmèrent des semaines, d'autres des mois. La vérité était que des calculs précis étaient impossibles parce que les effets stratégiques étaient systémiques plutôt que linéaires. La capture du pont n'avait pas seulement avancé le calendrier allié, mais avait fondamentalement altéré les options stratégiques allemandes. Avant Remagen, les commandants allemands pouvaient imaginer tenir le Rhin jusqu'en avril et peut-être en mai, utilisant ce temps pour renforcer les défenses autour de Berlin et négocier avec les alliés occidentaux pour une paix séparée qui permettrait de se concentrer contre les soviétiques. Après Remagen, de tels calculs devinrent fantaisistes. Le Rhin était tombé 3 semaines en avance sur le calendrier. Les réserves allemandes qui auraient dû être utilisées pour se défendre contre la traversée de Montgomery dans le nord avaient été consommées dans des tentatives futiles d'éliminer la tête de pont de Remagen. L'impact psychologique sur les troupes allemandes était incalculable, mais dévastateur. Le colonel F. Russell Lyons, l'ingénieur du 3e corps dont les hommes avaient capturé et tenu le pont, estima que disposer d'un pont intact avait épargné aux Alliés 2 mois de combat et 35 000 pertes. Ce calcul était basé sur la comparaison de la traversée de Remagen avec les opérations amphibies nécessaires sur d'autres sites de traversée du Rhin. À Wesel, où se déroula l'opération Plunder de Montgomery, les Britanniques et les Américains rassemblèrent plus de 2200 pièces d'artillerie, menèrent des largages aéroportés élaborés et subirent des pertes substantielles malgré une supériorité écrasante. À Remagen, les forces américaines avaient traversé avec des pertes minimales parce que le pont éliminait le besoin de bateaux d'assaut, la phase la plus vulnérable de toute traversée de rivière. L'historien Ken Heckler, qui mena des entrevues approfondies d'après-guerre avec des participants des 2 côtés, conclut que la capture du pont Ludendorff hâta matériellement la fin de la guerre. D'autres historiens suggérèrent que la capture raccourcit la guerre d'environ 6 mois. Les variations dans les estimations reflétaient des méthodologies et des hypothèses différentes. Mais le consensus était clair. Remagen avait été un tournant. Le coût humain de la capture et de la défense du pont fournit une autre mesure de son importance. Les pertes américaines dans la bataille de Remagen et les combats ultérieurs dans la tête de pont s'élevèrent à environ 860 tués, avec près de 5700 blessés et un nombre approximativement égal de disparus. Ces pertes étaient lourdes, mais elles étaient concentrées dans les 18 premiers jours de combat, du 7 au 25 mars. Les pertes allemandes pendant la même période dépassèrent 11 700 prisonniers seulement, avec des chiffres de tués et blessés qui ne furent jamais précisément comptabilisés, mais qui dépassèrent certainement 10 000. La disparité reflétait le déséquilibre fondamental des forces. Les Américains avaient la supériorité aérienne, la supériorité d'artillerie, la supériorité blindée et l'avantage psychologique de savoir qu'ils gagnaient. Les Allemands avaient des ordres de contre-attaquer qu'ils ne pouvaient exécuter, un équipement qui tombait en panne et la certitude grandissante que la guerre était perdue. Les exécutions des officiers allemands tenus responsables de la perte du pont projetèrent une ombre sombre sur le code d'honneur militaire. Le major Hans Scheller était un officier de carrière de 31 ans qui avait servi avec distinction sur les fronts de l'Est et de l'Ouest. Il était marié et avait de jeunes enfants qu'il ne verrait jamais grandir. Son crime avait été d'arriver au pont 2 heures avant sa capture et de ne pas avoir accompli un miracle avec 36 soldats épuisés face à plusieurs milliers d'Américains soutenus par des chars et de l'artillerie. Le lieutenant Karl Peters était un spécialiste technique essayant de sauver un équipement secret de la capture. Son exécution eut lieu malgré des témoignages qu'il avait agi conformément aux ordres permanents de préserver la technologie avancée. Les majors Kraft et Strobel avaient suivi les procédures standards pour préparer des charges de démolition. Aucun des 4 hommes ne méritait la mort. Tous 4 furent des boucs émissaires pour un système qui s'était effondré depuis le sommet. Après la guerre,
Le lieutenant-général Rudolf Hübner, qui avait mené la cour martiale volante, fut jugé par des tribunaux allemands et condamné à 4 ans de prison pour son rôle dans les exécutions illégales. Ce fut une peine modeste pour un meurtre judiciaire, mais elle établit que même dans l'heure la plus sombre de l'Allemagne, certains officiers avaient reconnu que les procès étaient une parodie. L'évaluation finale de la signification de Remagen doit inclure son rôle dans le débat stratégique allié sur la façon de terminer la guerre. Avant Remagen, il y avait eu de sérieuses discussions sur l'opportunité de s'arrêter au Rhin et de laisser les Soviétiques supporter le choc de l'assaut final sur l'Allemagne. Certains planificateurs britanniques et américains soutenaient que traverser le Rhin serait coûteux et que les forces soviétiques attaquant depuis l'Est pourraient accomplir le même objectif avec moins de pertes occidentales. Remagen rendit ce débat obsolète. Avec les forces américaines déjà de l'autre côté du Rhin et élargissant leur tête de pont, s'arrêter n'avait aucun sens stratégique. L'élan devait être maintenu. L'avance rapide du Rhin à la rivière Elbe, accomplie en un peu plus d'1 mois, justifia cette décision. Les forces américaines rencontrèrent les forces soviétiques à Torgau le 25 avril, coupant l'Allemagne en 2. Le 8 mai, l'Allemagne capitula sans condition. La capture du pont eut des répercussions au-delà de la situation militaire immédiate. Aux États-Unis, la nouvelle de la capture parvint au Sénat pendant une session. Les dirigeants suspendirent leurs règles contre les applaudissements et les sénateurs se levèrent et applaudirent. Les journaux à travers l'Amérique firent des gros titres déclarant que la fin de la guerre en Europe était en vue. Les ventes d'obligations de guerre bondirent. L'impact psychologique sur le moral du public américain fut substantiel. Après des années de guerre, après des dizaines de milliers de pertes, la victoire était enfin tangible et proche. En Allemagne, la nouvelle de la perte du pont se répandit à travers la population militaire et civile avec un effet démoralisant. La propagande avait dit aux Allemands que le Rhin était imprenable, que les Alliés se briseraient contre ses défenses. La découverte que le Rhin avait été traversé presque par hasard, qu'un seul pont était resté intact par une combinaison de chance américaine et de dysfonctionnement allemand, détruisit le peu de foi qui restait dans la compétence du régime. Les vestiges physiques du pont Ludendorff racontent leur propre histoire. Après la guerre, la structure ne fut pas reconstruite. L'acier tordu et la pierre brisée furent retirés du Rhin, mais les tours sur les 2 rives restèrent debout. Les tours ouest furent finalement converties en un musée de la paix, le Friedensmuseum Brücke von Remagen. Les expositions du musée retracent l'histoire du pont depuis sa construction jusqu'à sa destruction, avec une attention particulière à la bataille de mars 1945 et ses conséquences. Les tours et, sur l'Erpelerlee, servent maintenant d'espace pour les arts du spectacle. Le contraste entre leurs utilisations en temps de guerre et en temps de paix est délibéré. Une déclaration que la destruction peut céder la place à la création. Les soldats qui capturèrent le pont reçurent une reconnaissance à la mesure de leur exploit. Le lieutenant Karl Timmerman reçut la Distinguished Service Cross, la seconde plus haute décoration américaine pour la bravoure. Le sergent Alexander Drabik reçut la même décoration. Des douzaines d'autres soldats du 27e bataillon d'infanterie blindée et du 14e bataillon de chars reçurent des Silver Stars et des Bronze Stars. Le brigadier général William Hodge fut promu et reçut le commandement d'un corps. La 9e division blindée entière reçut une citation présidentielle d'unité pour ses actions à Remagen. Ces récompenses reconnurent la bravoure individuelle et collective, mais elles ne purent capturer la signification complète de ce qui avait été accompli. Les hommes qui traversèrent le pont sous le feu n'avaient pas simplement sécurisé un objectif tactique. Ils avaient participé à un moment qui changea la trajectoire de la guerre. Chaque jour que la guerre était raccourcie signifiait des milliers de vies sauvées, militaires et civiles. Les soldats qui combattirent à Remagen contribuèrent directement à ce résultat. L'histoire de Remagen soulève des questions profondes sur le rôle du hasard dans l'histoire. Si le brouillard ne s'était pas levé quand il l'a fait, les éclaireurs américains auraient-ils vu le pont avant qu'il ne soit détruit? Si le système de détonation électrique avait fonctionné correctement, le pont aurait-il été détruit avec des troupes américaines dessus? Si le major Scheller était arrivé 2 heures plus tôt, aurait-il eu le temps d'organiser une défense qui aurait pu retarder les Américains?
Si Hitler n'avait pas ordonné le retrait des explosifs après l'incident de Cologne, les charges de Remagen auraient-elles été correctement installées et fonctionnelles? Chacune de ces questions suggère un dénouement différent. Une histoire dans laquelle le pont est détruit et la traversée du Rhin procède selon le calendrier allié original. L'accumulation de contingences qui mena à la capture du pont suggère que l'histoire n'est pas déterministe, que les décisions individuelles et les événements aléatoires peuvent produire des conséquences bien au-delà de ce que quiconque avait anticipé. L'évaluation finale doit revenir à la dimension humaine. La capture du pont Ludendorff fut l'œuvre d'hommes agissant dans des conditions de stress et de danger extraordinaires. Le lieutenant Timmerman menant sa compagnie à travers un pont qui pouvait exploser à tout moment. Le sergent Drabik sprintant vers la rive et pendant que des mitrailleuses allemandes tiraient sur lui. Les ingénieurs de combat travaillant sous le feu pour désamorcer les charges de démolition. Les équipages de chars fournissant des tirs de couverture depuis la rive ouest. Les officiers d'état-major qui reconnurent l'opportunité et prirent la décision de la saisir. Les commandants qui redirigèrent des armées entières pour exploiter la percée. Chaque personne dans cette chaîne fit des choix qui contribuèrent au résultat. Retirer n'importe quel maillon et le résultat aurait pu être différent. Cette reconnaissance de l'agence individuelle au sein de forces historiques plus larges est ce qui rend l'histoire captivante. Les hommes à Remagen n'étaient pas des pions de l'inévitabilité historique, mais des acteurs qui façonnèrent les événements par leur courage et leurs décisions. L'octogésième anniversaire de la capture du pont en mars 2025 fut marqué par des cérémonies à la fois à Remagen et aux États-Unis. Des organisations d'anciens combattants, des sociétés historiques et des unités militaires qui retracent leur lignée jusqu'à la 9e division blindée participèrent à des événements honorant les soldats qui y combattirent. Le gouvernement allemand reconnut l'importance de la bataille tout en soulignant les leçons sur les coûts de la guerre et la valeur de la paix. Les commémorations reflétèrent l'héritage complexe de l'événement. Pour les Américains, ce fut un moment de triomphe, une validation du courage et du leadership décisif. Pour les Allemands, ce fut un rappel de la défaite, mais aussi de la libération du nazisme. Pour les historiens, ce fut une étude de cas sur la façon dont la contingence et le déterminisme interagissent dans la guerre. Pour tous les participants, ce fut un rappel que les décisions individuelles, prises dans des moments de crise, peuvent façonner le cours de l'histoire. Les hommes qui capturèrent le pont à Remagen ne purent savoir que leurs actions deviendraient le sujet de livres, de films et d'études académiques. Ils étaient des soldats faisant leur devoir dans des circonstances qu'aucun d'eux n'aurait choisies. Que leur devoir ait conduit à des résultats d'importance historique mondiale est un témoignage de la nature imprévisible de la guerre et de l'importance durable du courage.